à tous, bienvenue dans Ciné, Série et compagnie qui vous promet une fois encore de varier les plaisirs avec au menu de la musique, de l'émotion, de l'humour potache également et surtout un avant-goût de fête avec un Père Noël nommé Tahar Rahim. Dans la super interview, vous retrouverez Jim Carrey et Jeff Daniels. Il y a 20 ans, ils faisaient hurler de rire toute une génération avec la comédie culte des frères Farrelly, Dumb and Dumber. 20 ans après, le duo roi de l'absurde est de retour, mais est-il toujours aussi efficace ? Le héros de l'extra interview va amener de la poésie dans nos vies. Le chanteur Arthur H nous invite dans son imaginaire, un imaginaire nourri par le 7e art et les séries. Enfin, c'est une autre voix inimitable qui nous murmurera à l'oreille une leçon de mise en scène dans le script parfait. Rappeur, compositeur, écrivain, Abdel Malik ajoute une corde à son arc et signe son premier film, Qu'Allah bénisse la France, vous verrez, c'est étonnant. Mais avant cela, Isabelle Claire, elle aussi, ne garde que le nec plus ultra du petit et du grand écran. La femme de la semaine, c'est Lucy, alias Scarlett Johansson. I feel everything, and I can control the elements around me. That's amazing. We need to meet. Après Nikita, Lilou, Mathilda ou encore Jeanne d'Arc, Luc Besson a sorti cet été une nouvelle héroïne de son chapeau. 5 mois plus tard, celle-ci lui a rapporté gros. Lucy est le plus gros succès du cinéma français à l'étranger avec plus de 52 millions d'entrées et 500 millions de dollars à la clé. Le livre de la semaine, c'est ce recueil de clichés sur Hollywood. Pour épingler les travers des héros de cinéma et de séries, le français Alan Barth, dessinateur de BD, n'a pas son pareil et son graphisme façon Saul Bass est très pertinent. Les îles désertes ne sont jamais désertes nous évoque Lost. Quand le héros manque le match de baseball de son fils, c'est Hook, bien sûr. Et pour les analyses ADN à toute vitesse, merci Dexter. Allez, que le héros qui n'a jamais galéré pour se garer nous jette la première pierre. Sans rancune, hein, Jack Bauer. Le coup de cœur de la semaine nous vient de Turquie. Palme d'or à Cannes cette année, Winter Sleep est le film idéal pour cette entrée dans l'hiver. Hayden, comédien à la retraite, tient un petit hôtel en Anatolie avec une épouse qu'il n'aime plus, et voilà l'hiver qui arrive, la neige qui recouvre les cheminées de fées et le fiel qui peut éclore. Bizim gençliğimiz kuru geçti Nihal. Mutlu olmayı bilemedik. Belki bu yüzden mutlu etmeyi de. La promesse du réalisateur était de créer un langage pour le cinéma, c'est fait. Sa grammaire est mélancolique, sa syntaxe théâtrale et son vocabulaire touffu. O yüzden bunların bir anlamı yok. Bu romantik laflar bana ancak komik geliyor artık. Ne quittez pas, dans quelques instants, Tahar Rahim en Père Noël plus vrai que nature. Enfin, presque. Aujourd'hui, je retrouve un duo totalement culte, Jim Carrey et Jeff Daniels. Souvenez-vous, il y a 20 ans, dans Dumb and Dumber, ils incarnaient deux amis complètement idiots qui vivaient des aventures rocambolesques. Eh bien, les voici de retour dans une suite. Alors, quel souvenir Jim Carrey et Jeff Daniels gardent-ils du premier volet? Quel plaisir ont-ils eu à retrouver ces deux énergumènes? Et après tout, ont-ils encore l'âge de jouer les ados attardés? Rencontre avec deux acteurs généreux et de très très bonne humeur. Postcard from Freda Felcher. Harry, I'm pregnant. Please call me. What do you think it means, Harry? Floyd, I'm gonna be a dad. Ah! Look at the postmark. 1991. I had a daughter. I gave her up for adoption. What if we go track her down? You're hot for my daughter. What? Am I right? What? Am I right? That's insane. I'd like to come back 20 years ago. Do you remember what did your career look like? What were your expectations as actors? I was doing this, and I needed... Downward spiral. Yeah, I wanted to change it up. I wanted to do a comedy. Some of my agents were going, no, let's not. Let's stay drama. Stay away from Jim Carrey. Don't go anywhere. And near don't Jim go Carrey. anywhere near Jim Carrey. They had an intervention. They tried literally. They tried to stop me. They got on the phone saying, "You're not doing this movie."
And I said, I want to work with him. And I was suddenly getting paid a lot of money, so I was afraid that I would become a conformist. I was nervous about that. I didn't want to get safe because, oh, this is a big deal now. And so it was my idea to knock my tooth out and to put the bowl cut, the haircut. And I did that on my own. And when the Farrellys saw it, they went, well, I guess he's made some choices. My choice was to say, you know. How do you play dumb again after so many experiences? I just dropped the act. I just, you know, he does this thing with his head that is... Yeah, I shake my head and it comes out. Yeah, it's a self-imposed concussion, basically. And there's nothing behind his eyes. He's not even there. For me, it's like, it's just about selfishness, you know? It's about pre-egoic selfishness, you know, that kind of innocent selfishness, you know, a child saying, that's my toy, you know? And that's it. That's where the character comes from. I remember also the first one having trouble playing dumb, trying to, and it wasn't rehearsals, it wasn't working. And you have to approach it the same way as you would any other role, is that you're playing Harry, who is and you do all those actor things, but you decide he has an IQ of 8, whatever that means, it's an 8, and that's what you do. Suddenly you're not playing dumb or playing comedy, you're playing someone. It's ringing! Whoever this is, we're in the middle of something really important. Can you call back later? No, I can't call back later. I have something to tell you, and it might freak you out a little bit, but this is your dad. What? Hold on. Hey, guys, I know this is weird timing, but I gotta take this. It's my dead dad. She's got me on hold. What were the scenes in the movie where you thought, oh, we are too old to do this? Too old to do this? Too Which wise. one? You know. Well, and it was usually the physical stuff. Can you catapult yourself Can I to the knock right him into a ditch and with roll fire, down full a of fire ditch? ants? That was there was some soreness after I that. just couldn't wait to get my teeth out after the scenes. Oh my gosh, felt so good to put them in the glass. I've got the diamonds. Mikey's listening. They're underneath me. Did you hide them inside this turkey? They're just above the giblets. There's no diamonds in here. And you're not my grandson. Harry, she's got me. She's really clamping down. You can cross that one off your bucket list. What was the last time he surprised you on set? Every day he would get an idea. Only Jim would think of this thing he just thought of. Let's do that. That's in a world where everybody's seen everything and there's nothing new. It's new. That's the fun of acting. That's why I'm still in it. You know. Yeah, to me, it's like you know, it's like a Chaplin. You know, Chaplin. You know, he didn't just kiss a girl. You know, he would, you know, he would make something beautiful of it. He'd make it like a kiss like nobody's ever seen a kiss. You know, it's like if I wanted to kiss a girl in a movie, in a comedy, it's, you know, I'd rather, you know, knock her legs out from under her and catch her just before she hits the ground, you know, or something like that. And you know, it's to make those moments special. Was there a moment, a scene, when you thought he was funnier than you? Oh, constantly. Constantly. That's what's great about him. He's a great tennis player. You know, it's like he lets me serve most of the time, but he's fantastic because it's coming back. You know, and that's the great part of the game. Funny is funny. It doesn't matter who gets it. What happened on the first one that I was told would not happen, because Jim Carrey's going to do only Jim, and you're going to get left behind, was that Jim cares as much about the setup to a punchline I might have as he does about his own punchlines. And that was true on the first one, and it was true on the second one. And that's teamwork, and it's never a competition. It's about getting the audience to laugh, doesn't matter who. Cheers! Whoa! Wait, where'd you get that? The slurping machine in the back. That's embalming fluid. Oh. Does it have aspartame? No. Cool.
It's the diet stuff that'll kill you. In 20 years from now, how do you picture yourself? Ancient. No, flatlining. Claire! Claire! No, young at heart, physically ancient. Yeah. No, I And feel. still acting? I feel great. So 20 years from now, I plan to live to 150. So I'm going to be a feisty old man. No, feisty old man. I want to see that movie. Yeah, it's going to be good. Thank you. Because I felt young again. Oh, good. Oh, good. Et oui, difficile en voyant ces deux-là à l'œuvre d'imaginer qu'ils ont respectivement 52 et 59 ans. Alors, la comédie véritable cure de jouvence? On dirait bien que oui. God, yeah! You're gonna ruin Christmas. Christmas is all about money. If you want stuff from Santa, you gotta buy it because there is no... Chaque année, c'est la grosse galère pour gâter les fans de séries. Heureusement, vous pouvez compter sur nous pour vous aider à trouver le cadeau qui tue, et c'est dans le détail qui tue, évidemment. Il n'existe plus de Noël sans un cadeau Game of Thrones. Le livre des 7 couronnes sauvera tous ceux qui n'ont pas encore très bien compris qui se bat contre qui. Ne rougissez pas, vous n'êtes plus seuls. Sons of Anarchy vient de s'achever après 7 années de magouilles mafieuses et de virées à moto. Ceux qui ne s'en remettent pas pourront se consoler avec la BD. Soap est le premier MOOC, ce mix entre un livre, book et un magazine, entièrement consacré aux séries. Au sommaire, The Big Bang Theory, Sherlock, Masters of Sex, Girl, Boardwalk Empire et la sublime Rectify, entre autres. Le Tea Time 100% british est assuré avec cette théière à l'image du TARDIS, idéal pour les fans du Doctor Who. Et puis c'est l'hiver, on a froid, il nous faut du thé 17 fois par jour, et voilà. En attendant la seconde saison de True Detective qui arrivera sur HBO à l'été 2015, les fans de la série de Nick Pizzolatto vous remercieront 1000 fois pour cette litho canon faite à la main. L'élégance au moment des fêtes, c'est important. Les fans de The Walking Dead porteront avec fierté le collier de Daryl Dixon composé d'oreilles de zombies. Et pour finir, voilà 2 pépites à offrir en DVD et à dévorer. On commence avec la brillante Line of Duty qui nous plonge dans le quotidien de la cellule anticorruption de la police britannique. Tony Yates cherry-picks the crimes that are easy to solve, then he dumps the rest. Then he invents a whole series of additional charges that never make it into the courtroom, but boost his clean-up rates. Laddering. That's how Tony Yates' company is. He got where he is because he had to be twice as good as the next bloke. What? So what are you saying? To be corrupt, he's got to be twice as bad? Pour ceux qui préfèrent les bons vieux shérifs américains, il y a la 5e saison de Justified. Is that any way to greet your old buddy Raylan? Voilà, vous pouvez dire que ces idées viennent de vous, franchement ça nous dérange pas du tout. Merry Christmas! Pour les séréphiles et les cinéphages, il n'y a pas de doute que le soleil brille sur l'écran. Mais qu'en est-il des autres, et notamment de notre invité, le musicien Arthur Ashe? Regarde devant et marche droit. Il me semble qu'à l'écoute de son nouvel album et de ses 15 ans de carrière, le cinéma comme la série pourrait constituer une source d'inspiration pour sa création musicale. D'accord, mais qu'il faudrait chercher de quel côté? Peut-être du côté de l'inattendu, un adjectif qui lui correspond d'ailleurs assez bien. Arthur Ashe, ce nouvel album s'appelle Soleil dedans, c'est même marqué derrière. Ça pourrait être le slogan à placarder presque sur toutes les devantures de cinéma.
Bah oui, parce que le soleil dedans, c'est un imaginaire, c'est une image intérieure. Ce qui m'a plu dans la chanson, c'est le cinéma, en fait. C'est raconter une histoire et puis c'est retrouver aussi, à travers une espèce de cinéma primitif, comme ça, de pauvre, quoi, sans aucun moyen, les émotions que je pouvais ressentir avec Fellini, où tout d'un coup, tu as le rideau qui s'ouvre et puis tu plonges dans un monde où tu sais pas où tu vas aller, tu sais pas où il t'emmène, quoi. Il y avait vraiment cette sensation d'aller vers l'inconnu. Cocteau disait ça, le cinéma est un mensonge qui dit la vérité. Ouais, ouais. Vous êtes d'accord avec ça? C'est une très bonne définition. Ouais. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est illusoire, on le sait de moins en moins, en fait. Pour moi, tout est imaginaire, quoi. Tout, un commissariat, c'est de l'imaginaire, un disque, c'est de l'imaginaire, la politique, c'est de l'imaginaire. Donc l'art, le cinéma ou la poésie, ça permet de contourner par les symboles et de s'approcher peut-être plus près du cœur de la réalité, quoi. Il y a une chanson, De l'autre côté de la Lune, Dark Side of the Moon. Vous dites, j'avoue, j'ai eu peur quand je suis passé de l'autre côté. On the dark side of the moon. Mais est-ce que de l'autre côté de l'écran, Arthur H, il pourrait y avoir une actrice? Bah ouais, bien sûr. Et qui elle serait alors? Alors il y a une dame qui vient de mourir qui s'appelle Lauren Bacall. Elle, je la trouvais tellement belle, quoi. Puis, je sais pas, j'essaierais de trouver le Humphrey Bogart qui dort en moi, d'en dire le moins possible, mais chaque mot est drôle, intelligent, précis, et puis tout d'un coup elle est complètement séduite, parce que je pense que c'était le genre de fille, si tu avais le malheur de dire une connerie, t'étais vraiment out, quoi. T'étais dehors, donc il fallait vraiment, en même temps, être très spontané, puis faire vraiment très gaffe à ce que tu dis, quoi. En préparant cette interview, forcément, j'ai pensé à vous. Regardez, c'est un petit cadeau que je vous fais. Another Lion King. Much obliged. Ça s'appelle Doc Holliday, avec Sassy Kitch et Faye Dunaway. Est-ce que le western, c'est un genre de cinéma que vous aimez? Ah, j'adore le western. Vraiment, j'aime beaucoup ça, parce que pour moi, le western, déjà, c'est un univers complètement imaginaire. C'est la nostalgie de la liberté, une liberté qui a jamais vraiment existé, mais quand même, elle a existé un petit peu, quoi. Donc, il y a vraiment l'ombre de la liberté qui plane dans le western. Il y a un western que j'aime particulièrement, qui n'est pas très connu, qui s'appelle Going South, qui est un des 2-3 films de Jack Nicholson. Jack Nicholson étant mon idole. C'est vraiment l'apologie de la liberté, années 70, où c'est une espèce de truand qui est obligé de se marier à une veuve. C'est très drôle, c'est très insolent. Et puis il y a à la fois la mythologie du western qui est dynamitée, qui est explosée, en même temps qui est là dans toute sa beauté, sa naïveté, quoi. Et avec le côté très pervers et vicieux de Nicholson qui est absolument magnifique, quoi. Qu'est-ce qu'on regardait dans le canapé des Higelin? Eh ben, j'ai très peu de souvenirs avec mon père, parce que j'ai jamais vraiment vécu avec lui. Donc il n'y avait pas de soirée télé avec mon père, ça n'existait pas. Sauf une fois, quand j'étais tout petit, un souvenir qui m'a vraiment marqué, c'est-à-dire qu'il passait une vieille version de Alice au Pays des Merveilles au cinéma de minuit, justement, en noir et blanc. J'avais genre 7 ans, 8 ans, ils m'ont réveillé, ils m'ont dit « faut que tu vois ça ». Et donc tout d'un coup, je suis sorti du rêve et je suis débarqué dans Alice au Pays des Merveilles, complètement ensommeillé, faisant quelque chose de totalement inhabituel. Et ça m'a vraiment marqué, quoi, de plonger dans cet univers imaginaire. Et ça, c'est un souvenir fort je pense que ça a vraiment carrément influencé mon désir artistique, quoi. Votre papa a eu une carrière aussi au cinéma. Est-ce que vous avez vu ces films? Bah, j'ai vu Elle court la banlieue et Bébert et l'omnibus. Ouais. Et Jacques, en fait, quand il était jeune, c'était un jeune premier, destiné au cinéma. Puis après, il y a eu la guerre d'Algérie. Et ça a été tellement une révolution. Puis c'était le début, en fait, les prémices du mouvement hippie, tout ça. Donc il a refusé tout ce monde et il a trouvé que la musique était un territoire plus pur, plus intègre, plus fou. Mais au début, c'était vraiment censé être un jeune premier de cinéma, quoi.
Vous avez une expérience avec le cinéma. Vous avez fait notamment une voix dans La mécanique du cœur, ce magnifique film d'animation de Stéphane Berla et Mathieu Malzeux. Vous avez joué aux côtés d'Anne Heyman, un film de Romain Goupil qui s'appelle Maman. C'est quoi votre relation avec le cinéma comme artiste? En fait, j'ai toujours frôlé le cinéma. On m'a proposé des rôles intéressants aussi, et même des premiers rôles que j'ai jamais pu faire à cause des contraintes de la musique. Donc je suis toujours en train de frôler, c'est évidemment un univers dont je me sens très très proche. Si vous deviez contacter dans le monde ou en France un réalisateur qui pourrait porter votre univers musical, à qui vous penseriez? J'ai rencontré Jim Jarmusch, que j'aime beaucoup. C'est peut-être, c'est pas mon cinéaste préféré, mais c'est quelqu'un, enfin, que je trouve qui filme extrêmement bien, quoi, vraiment. Avec lui, ouais, j'aimerais bien concevoir une espèce de matière où la musique et l'image sont vraiment très très liées, parce que c'est un réalisateur qui, comme tous les grands d'ailleurs, je pense, qui a vraiment conscience de l'importance de la musique dans le film, quoi. Parce qu'il est musicien aussi, Jim Jarmusch. Ouais. Faut pas l'oublier. Ouais. À côté du cinéma, Arthur H, il y a les séries. Ouais. Parce que vous avez une expérience, vous êtes co-auteur de Ashman, qui a été diffusé sur Arte. Ashman, ouais, c'est un super-héros français, complètement déjanté, philosophe, qui a envie de sauver le monde, qui n'arrive pas vraiment, qui est confronté aux problèmes tellement insurmontables du monde, mais il essaye, quoi. Et votre relation à la série, c'est quoi, Arthur H? Vous la regardez ou pas? Il y a des séries humoristiques dont je suis fou. Par exemple, Louis C.K. Oui, ça, c'est un mec qui me fascine, que j'adore, parce que non seulement il est très très drôle, mais en plus, il prend, plus ça va, plus il prend une espèce de liberté poétique dans ces séries qui sont hyper touchantes. C'est-à-dire que c'est hyper punk, hyper absurde, hyper drôle. Il explose tout, en même temps hyper touchant. I love women because, I mean, women are the same as men in some ways, but they're better at rejecting us than we are, you know? They have the skills, you know, to reject men in a way that we can then not kill them. That's basically how that works. Dans les grandes séries, j'ai vu Wire, Mad Men. Qu'est-ce que vous y trouvez dans ces séries? J'y trouve vraiment une exploration de la psychologie actuelle, vraiment très très poussée, quoi, de qui on est aujourd'hui, quoi. Qui on est avec toute notre confusion, qui est en fait une confusion dans laquelle on se noie beaucoup, mais en fait qui est beaucoup plus créative qu'on ne le pense. Les séries explorent bien ça, une espèce de descente aux enfers, mais qui est aussi de l'ordre d'une naissance inconnue, quoi. On pourrait parler des heures avec vous, Arthur H. Et c'était vraiment une rencontre nécessaire pour notre émission. Merci beaucoup. Merci. À suivre dans le Screen Parfait, un écrivain et musicien devenu réalisateur. Abdel Malik se raconte dans un premier film brut et élégant, tourné en noir et blanc, qu'Allah bénisse la France. Mais avant cela, voici la suite des pépites d'Isabelle Claire. Si c'est une heure, alors là c'est autre chose. La rencontre de la semaine, c'est le Père Noël. Enfin mieux, c'est Tahar Rahim. Dans sa hotte, une filmographie aussi pointue qu'éclectique et une bonne surprise, le feel-good movie de cette fin d'année, un film signé Alexandre Koff. Je suis trop content. Où il est ton traîneau? Il est cassé, il n'y a plus d'essence. L'or, c'est l'essence du traîneau. C'est ça, pas de coucher. Joyeux Noël, mes enfants. Joyeux Noël. Tahar Rahim, révélé et doublement récompensé d'un César pour le sombre Un prophète de Jacques Audiard, s'essaye à un nouveau genre. Après son rôle dans Samba, le dernier Nakache et Toledano, aux côtés d'Omar Sy, Tahar refait un pas du côté de la comédie. D'abord, c'est une envie d'acteur, parce que j'ai pas oublié le spectateur que j'étais, les raisons pour lesquelles j'ai voulu faire du cinéma. La comédie est un genre que j'aime et que j'ai aimé beaucoup, mais ce que je recevais ne me correspondait pas. Et en même temps, j'avais aussi envie de me trimballer dans ce genre-là depuis un moment, puisque ma définition d'un acteur, en tout cas pour moi, c'est d'aller d'un genre à un autre, d'un personnage à un autre, d'un univers à un autre, essayer de se diversifier, de prendre des risques, de se surprendre. Voilà. Fais gaffe, doucement. On retire le morceau de verre, tout doucement. Tout doucement. Putain. C'est rien, ça. Mais bon. Le problème, c'est que ça coupe. Ça fait du bruit, ça serait con. Tu dis beaucoup de gros mots, quand même. Mais non, con, c'est pas un gros mot. Si, un gros mot. Non. Si? Non, arrête de me dire si, sinon je t'allume. Il y avait un truc assez inédit quand je lisais ce scénario. Je me suis dit, tiens, un film de Noël comme ça,
D'abord, on n'en fait pas en France. Et en plus, il n'est pas mièvre. Il y a une relation entre les deux personnages qui est une relation de cinéma, finalement. Vraiment. C'est pas le bon balcon, passe à côté. Éteins-moi cette torche. Pourquoi tu m'as pas dit sauter au bon balcon? Tu te fous de moi, c'est toi qui as sauté. J'aime bien voir un adulte parler à un enfant comme si c'était un adulte. Et il y avait ça là-dedans. D'autant plus qu'il utilisait le petit, il profitait de son innocence, etc. Et dans le cadre d'une comédie, je trouvais ça vraiment drôle, moi. Je te descends, tu rentres et tu me ramènes tout l'or que tu veux trouver, ok? Et t'allumes pas. C'est pas moi. C'est moi peut-être? Vas-y, grouille, grouille. T'as quelque chose? J'ai besoin d'au moins de choses un peu décalées, qui peuvent me paraître, en tout cas à moi, inédits pour m'engager. Il y avait ça dedans. Que tu rentres chez toi, tu racontes à ton entourage, à tes potes, etc., ta journée de travail, c'est drôle. On se marrait. C'est vrai que tout d'un coup, ça apporte un vent de légèreté pendant toute la période du tournage hors plateau. T'es l'apprenti le plus naze que j'ai jamais eu. Allez, oublie ce que je t'ai dit, c'est bon, excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, doucement. Je pourrais faire mon tour du traîneau, parce que sinon, je pourrais pas voir mon papa sur son étoile. C'est pour ça que je t'aide. Faut pas allumer. C'est pas moi. Ah, la rédemption par la solidarité est à Raïm qui ne cesse de se réinventer en tant qu'acteur. C'est beau comme Noël, tiens. Allez, ciao! Chaque semaine, pour le Screen Parfait, nous demandons à des réalisateurs de nous confier leurs petits secrets de fabrication. Et aujourd'hui, c'est l'écrivain, rappeur et poète Abd al-Malik qui nous parle de son premier film, adapté de son roman autobiographique « Qu'Allah bénisse la France ». En filmant le quotidien des cités avec réalisme, poésie et amour, il s'éloigne de l'exercice autobiographique et étend son sujet du je au nous. Il était une fois. Toutes les histoires commencent comme ça. On parle de personnes qui ont peur, qui rêvent, qui ambitionnent, qui aiment. On parle de vie, d'individus, de femmes, d'hommes. Né dans le 14e arrondissement de Paris en 1975, c'est à Strasbourg, dans une cité HLM, qu'a grandi Abd al-Malik. Élève brillant, il fait des études de philosophie et de lettres classiques à la fac, tout en trempant dans la petite délinquance pour acheter du matériel de musique. Il monte le groupe de rap NAP en famille, mais c'est en solo que sa carrière explose dès 2004 avec un son original mêlant rap, jazz et slam. Sous le volant, les câbles pendent. Il roulait vite pour pas se faire prendre. L'explosion. La même année, à peine 30 ans, il sort le livre Qu'Allah bénisse la France, adapté aujourd'hui au cinéma. Si par le thème et l'image en noir et blanc de ce premier film, Abd al-Malik convoque des références importantes pour lui, comme La haine de Mathieu Kassovitz ou Rocco et ses frères de Visconti, il se détache rapidement de ses modèles en apportant un nouvel élément, le vécu. Mathieu et Visconti, ils ont ça en commun. Ils parlent, évidemment avec respect, etc., mais ils parlent de quelque chose qu'ils n'ont pas vécu eux-mêmes. Donc il y a peut-être de la documentation, il y a ce qu'on veut, mais quand on vit les choses soi-même, il y a aussi cette idée de se réapproprier son propre langage. Donc moi, l'idée, c'était... bien sûr, il y a plein de référents, des artistes que j'aime, mais il y a cette idée de raconter, que je puisse faire aussi mon geste de cinéma, mon geste de cinéaste. L'idée aussi, c'était d'amener ma vision propre, qui est une vision singulière, qui est la vision du témoignage, qui est la vision de l'expérience, et qui est tout le travail que j'ai fait en amont. Tu t'es choisi un prénom? Abd al-Malik. Au départ, je suis passionné par la littérature, la musique et le cinéma. Et je suis travaillé par une question, ça fait assez longtemps. Comment rendre le langage littéraire cinématographique? Et vice-versa. Le cinéma est à la fois un langage où il y a de la littérature, de la poésie, l'art pictural, etc. Mais c'est aussi un langage à part entière. Et c'est ça, moi, qui a été passionnant dans l'écriture, dans l'adaptation. C'est-à-dire que je raconte la même chose et je raconte autre chose. Avec d'autres... je dis d'autres choses. Je dis plus, je dis moins, je dis autrement. Peut-être que quand vous venez comme ça aborder les gens, peut-être que vous faites peur à certaines personnes. Mais ça déjà, moi, je crois pas qu'on peut faire peur. Bien la manière du prophète, on va pas faire on est là, on est dans un univers de paix. C'est pas tout le monde qui connaît le prophète. Exactement, écoutez-moi. Vous avez vu tout ce qui se passe dans le monde en ce moment? Oh les gars, écoutez les grands frères quand même. Si vous voulez kicker, écoutez juste les grands frères. Voilà. Oula les frères, moi je vous dis ça. On va pas vous induire à l'erreur, nous. Lui et moi, ça fait des années qu'on prie.
Et c'est pas parce qu'on est habillé en civil qu'on n'a pas le cœur pur ou un truc comme ça. Exactement. Ça va changer quoi? C'est parce que ça va changer. Non, les frères, écoute mon frère. Habillez-vous déjà comme tout le monde. Après, on pourra discuter. J'ai une réflexion depuis longtemps sur l'image. L'image, ce que je veux que l'image dise par rapport à un texte. Donc j'ai beaucoup travaillé, et d'ailleurs en noir et blanc. Et par exemple, ça, c'est des choses qu'on avait fait en amont. On est allé, moi et mon photographe, et on est allé ensemble à des différents endroits, on a pris des photos. On a pris des photos, on a préparé, et j'ai construit. En termes de symétrie, je veux que ce soit positionné comme ça. Et on commence à composer, en fait. Et une fois qu'on a composé, on compose en amont, je me mets, on prend des gens, on dit mettez-vous, on regarde, on analyse, on réfléchit. Et il y a des noms. On donne des noms. Ça va être, c'est le plan cow-boy, c'est la photo cow-boy. Ça, c'est la photo bloc. À chaque fois qu'on doit mettre pause, on doit avoir une photo incroyable. Ma vie fut prisonnière d'un environnement où fallait avoir pour enfin être. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Vous nous embarquez pour rien, là? Oh, je parle comme je veux, ça se m'en grave, je te dis. Oh, toi, t'es mon petit frère. Je parle comme ça aux gens, tu me fous là devant tout le monde. Ma bibliothèque, mes livres sont mes seuls bling-bling. Moi, quand je viens poser ma caméra sur le plateau, moi, je viens pas, je cherche pas, je sais où je vais la poser. Une fois le cadre posé, c'est à l'oreille qu'Abd al-Malik filme ses acteurs. Je veux pas regarder et j'écoute. Et je dis non, là, il faut refaire. En fait, vous n'êtes pas dans la musique, vous n'êtes pas dans votre musique. Vous n'êtes pas dans le flow. Vous n'êtes pas, comme on dit dans le rap, vous n'êtes pas dans le beat. Il faut refaire. Percussivement, ça marche pas. Mélodiquement, ça marche pas. Harmoniquement, ça marche pas, on reprend. Ah, ça dit pas de la coke ou de l'héros. On peut au moins vendre du shit. Si on tombe pour la coke ou le touch, c'est grosse peine. Il n'y aura pas de groupe de peur, rien. On était au concert de la laiterie le mois dernier, c'était super. Tout le monde est au courant qu'on passe à Planète Rap ou quoi? Ah, bien sûr. J'ai reçu une lettre du tribunal, frère. Je parle de 10 piges, je vais prendre 10 piges. Il n'y a plus de Planète Rap. Rappelle-toi le lycée, t'avais fait un choix. Le film s'ouvre sur une séquence caméra au sol avec un cadre bancal. Au commencement, il y a quelque chose de bancal. Au commencement. Et d'une certaine manière, à partir de là, on va enchaîner des espèces de clichés qu'on a de la banlieue. Et en vérité, on va poser un décor pour le déconstruire totalement. Il y a cette idée de dire qu'on est inondé par des informations ou par, par une histoire médiatique que nous racontent les médias. C'est-à-dire l'histoire des faits divers, certains reportages, des reportages où on nous parle, on dit alors on va rentrer dans le monde je sais pas moi, des dealers, on va suivre des policiers en investigation. Et en fait, j'ai voulu poser tout ça, tout ce qu'on a en tête. Donc je le pose, je le mets de façon bancale en disant il y a quelque chose qui ne va pas. On rentre, on voit tous ces clichés et à partir du moment où on les a exposés, on déconstruit tout. On ne doit pas se sentir étranger dans notre pays. Et notre pays, c'est la France. On a fait notre dernière avant-première à Lille. Et à un moment donné, il y a un spectateur qui est là, qui pose une question, il est ému et tout. Et il dit, c'est marrant parce que le film, il y a deux parties. La première partie, bien sûr, en noir et blanc, mais la deuxième partie en couleur. Et il se met à parler de la deuxième partie de mon film qui serait en couleur. Et je lui dis, mais en fait, c'est merveilleux. Et je l'ai applaudi. J'ai dit, c'est magnifique ce que vous dites parce que le film, il est en noir et blanc du début à la fin. Et l'idée, c'est qu'on dépasse le noir et blanc et que presque on soit submergé par la couleur des émotions. Et que du coup, qu'on voit... Et donc, c'est-à-dire que cet aspect de dualité, cet aspect binaire, qu'on dépasse ça, qu'on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe. Et qui dit complexité, dit couleur. Qu'Allah bénisse la France est en salle. Ciné, séries et compagnie, c'est tout pour aujourd'hui. Mais vous le savez, nous sommes là pour vous tenir compagnie de jour comme de nuit, sous la couette, oh là là, ou plus simplement au bureau, grâce à OCSGO, Dailymotion ou encore YouTube. La semaine prochaine, Petit Vénard, vous avez rendez-vous en tête-à-tête avec Karine Viard, Régis Varnier ou encore Michael C. Hall et Don Johnson. Et oui, c'est déjà Noël. Salut.